Chapitre 44. Comment mener une guerre biologique et psychologique. Ils appellent ça la guerre invisible. Une guerre qui ne laisse ni trace ni cratère. Une guerre qui passe par l'air que nous respirons, les ondes que nous ne voyons pas, les nuages au-dessus de nos têtes. Et selon l'auteur, cette guerre a commencé il y a bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Tout d'abord, la guerre biologique. En 1950, un navire de la Navy américaine aurait survolé San Francisco pendant 6 jours, pulvérisant des nuages de bactéries Serratia sur près de 800 000 habitants. Un test, dit-il. Un test grandeur nature pour mesurer la résistance du pays à une attaque biologique. Puis, il affirme que l'armée aurait admis avoir réalisé 239 expériences à l'air libre, dont 80 impliquant des germes entre 1949 et 1969, et que la CIA, dans le même temps, aurait mené ses propres opérations pulvérisant des agents biologiques sur des villes américaines, toujours, sans prévenir personne. Mais ce n'était que la surface, car une autre guerre aurait commencé en silence, celle des ondes. En 1981, la chaîne NBC rapporte que l'Union soviétique bombarderait depuis des années le nord-ouest des États-Unis avec des ondes ELF, des Extremely Low Frequencies, calées sur les fréquences bioélectriques du cerveau humain. Et c'est là que l'ombre de Nikola Tesla apparaît. Tesla, le visionnaire. L'homme qui, selon l'auteur, avait découvert comment puiser l'énergie directement dans le champ invisible entourant la Terre. L'ancien éther. Il rêvait d'un monde sans pétrole, sans charbon, sans ligne électrique. Un monde où les maisons, les véhicules, les usines se nourriraient directement de ce champ énergétique. Le banquier J.P. Morgan aurait compris que cette invention détruirait tous les monopoles. Alors, les financements cessent. Les laboratoires sont démolis. Et Tesla est réduit au silence. Mais pourtant, il continue. Il dépose des brevets, il expérimente, il conçoit des machines capables de produire une énergie infinie, ou même d'induire des tremblements de terre artificiels. Et il découvre surtout les fameuses ondes ELF, celles que l'on accuse plus tard d'être au cœur des technologies psychotroniques. Selon l'auteur, en dirigeant un champ de tachyon modulé par des ondes ELF vers un être humain, on peut perturber ses fonctions électriques, altérer son attention, affaiblir son jugement et le rendre plus influençable. L'URSS aurait utilisé un appareil appelé LIDA pour calmer des foules, induire un état de transe, voire provoquer agressivité, dépression ou modification du comportement. Des villes entières, dit-on, auraient été exposées à ces rayonnements. L'exemple le plus célèbre, celui de Moscou. Dans les années 60, l'ambassade américaine à Moscou aurait été bombardée par un faisceau de micro-ondes. L'étude secrète Pandora révèle migraines, épuisement, troubles du sommeil, anxiété et un taux anormalement élevé de cancer. L'auteur va encore plus loin. Pour lui, certaines des scènes de la guerre du Golfe, comme ces images de soldats irakiens sortant de leurs tranchées et se rendant par milliers, n'étaient peut-être pas seulement dues à la faim ou à la peur. Il évoque l'usage potentiel d'armes psychotroniques capables de neutraliser la volonté d'un soldat à distance. Et puis, brusquement, la guerre change de champ de bataille. Le ciel. Il parle de programmes de modification du climat, d'ensemencement des nuages, de dissipation de tempêtes, voire de déviation d'ouragans. Le Honduras, le Salvador, le Japon auraient accusé les États-Unis ou d'autres nations de leur voler la pluie. L'auteur assure que certaines manipulations seraient réalisées via des ondes ELF envoyées dans l'ionosphère grâce à des émetteurs inspirés de Tesla. El Niño, notamment celui de 1982-83, aurait été amplifié selon ce récit. Pluie diluvienne au Pérou, sécheresse en Australie, tornade en Californie. Un chaos qui, ici encore, serait voulu.
Et les animaux? Les baleines, les oiseaux, perturbés par les courants modifiés, se perdent, s'échouent, disparaissent. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il dévoile ensuite ce qu'il appelle Alternative 3. Selon lui, en 1957, des scientifiques de haut niveau auraient conclu que la Terre deviendrait invivable d'ici la fin du siècle. 3 solutions auraient été envisagées. Alternative 1, nettoyer l'atmosphère en faisant exploser des ogives nucléaires dans la stratosphère. Jugée trop dangereuse. Alternative 2, construire des villes souterraines pour abriter une élite. Et le texte affirme que ces villes existent. 65 rien qu'en Amérique du Nord, d'autres en Suisse, en Afrique du Sud, en Australie, toutes fonctionnant avec une énergie indépendante et protégée des radiations utilisées pour des expériences génétiques ou des programmes classifiés. Alternative 3, coloniser une autre planète, la planète Mars. Le récit évoque des bases lunaires secrètes, puis un atterrissage sur Mars dès 1962 par un équipage américano-russe. Un film aurait été diffusé une fois à la télévision britannique avant que la station ne reçoive un avertissement et ne soit réduite au silence. Sur des images, une pression atmosphérique respirable, une température de 4 degrés et une phrase « Nous sommes le 22 mai 1962, nous sommes sur Mars et nous pouvons respirer. » L'auteur interroge. Que savons-nous vraiment? Savons-nous que Mars est morte? Ou est-ce simplement ce qu'on nous dit? Il évoque le visage de Mars, les pyramides visibles sur certaines images de Viking 1, les sondes disparues mystérieusement, Phobos 2, Mars Observer, et pose la question. Si l'alternative 2 existe, pourquoi l'alternative 3 n'existerait-elle pas aussi? Le texte se referme sur une conclusion sombre. Pour l'auteur, la guerre moderne ne se joue plus sur les champs de bataille. Elle se joue dans l'invisible, dans l'air, dans les ondes, dans les nuages, sous la terre et peut-être même sur d'autres planètes. Une guerre sans uniforme, sans déclaration officielle, une guerre du contrôle, du silence et de l'invisible.